DBK Radio. L'interview. Rendons-nous du côté de Yaoundé pour recevoir Daniel Aïssi Ntsogo. Bonjour, monsieur Aïssi. Bonjour, Sidonie. Vous êtes secrétaire régional du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Où en est-on avec la grève initiée par les enseignants de l'enseignement secondaire via le mouvement OTS depuis quelques semaines? Merci pour la question. Je tiens d'abord à saluer tous vos auditeurs. Le mouvement OTS est en train de prendre de l'ampleur. Il a démarré timidement le 4 septembre et aujourd'hui, le mouvement est en train de se généraliser dans tout le Cameroun. Actuellement, le mouvement est beaucoup plus intense au niveau de l'arrière-pays, c'est-à-dire les établissements un peu dans... Des zones rurales? Oui, dans la zone rurale, oui. Oui, c'est là-bas que le mouvement est beaucoup plus intense, mais progressivement, les villes sont en train de prendre le train en marche. Oui, nous sommes passés d'une cinquantaine d'établissements le 4 septembre. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 215 établissements au Cameroun. Monsieur Daniel Aïssi Ntsogo, pourquoi est-ce que c'est finalement les établissements des zones rurales qui donnent le ton de ce mouvement d'humeur, et au niveau de la ville, on a l'impression qu'on traîne un tout petit peu la patte? Est-ce que c'est parce que les enseignants de la ville sont mieux logés, mieux lotis? Bon, je ne peux pas botter en touche votre thèse. Ça fait aussi partie. Le souci, c'est que les enseignants de la zone rurale sont très mal en point par rapport à ceux de la zone urbaine. Voyez-vous, nous entamons une année sans mutation sur toute l'étendue du territoire national. Madame la ministre des Enseignements secondaires n'a pas fait de mutation cette année jusqu'à présent. Nous attendons encore. Et si vous voyez un enseignant qui a déjà passé 10 ans, 15 ans au même poste, en brousse, et en ce moment, comment est-ce que cet enseignant peut se comporter? Il aura encore quel rendement? C'est la raison, c'est même la principale raison, c'est la raison pour laquelle les enseignants de la zone rurale sont beaucoup plus courroucés que les enseignants de la zone urbaine. Par contre, ceux de la zone urbaine ont la possibilité d'effectuer d'autres tâches en dehors de l'enseignement. Oui, donc ce qui fait qu'ils relativisent le mouvement et ont même peur d'être mutés d'un moment à l'autre s'ils entrent dans le mouvement, raison pour laquelle ils démarrent timidement, à part ceux qui ont un véritable problème assez sérieux. Certains pensent même qu'ils ne font même pas en parler. Voilà pourquoi les enseignants de la zone sont beaucoup plus engagés que ceux de la zone urbaine. Donc ceux de la zone urbaine ont peur d'être envoyés dans les zones rurales, et ceux des zones rurales intensifient le mouvement de leur côté pour attirer l'attention sur eux. Peut-être on pourrait également penser les ramener en ville. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Daniel Aïssi Ntsogo, y a-t-il une différence entre le mouvement OTS et le mouvement OTA? OTS, on a trop supporté, et OTA, on a trop attendu. On a trop supporté, on a trop attendu. C'est blanc, bonnet, blanc. Il n'y a pas de différence là. S'il faut nuancer, puisque OTS, on a trop attendu, est né avant OTA. Alors, OTS revient, se relatif au mouvement de grève des médecins et des enseignants de l'éducation de base et d'autres secteurs d'activité au Cameroun. Chez eux, ils n'ont pas utilisé l'expression OTS, ils ont utilisé l'expression OTA. Maintenant, ce mouvement a donc fait conjugaison, a fait corps avec OTS aujourd'hui. Donc, nous parlons de la même chose, qu'on soit OTS, qu'on soit OTA. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les communiqués OTS, vous allez voir OTS, OTA. Donc, il n'y a pas de différence, c'est la même maison, c'est la même personne, c'est la même chose. Nous avons tous les mêmes problèmes, qu'on soit du secteur privé, du secteur public, ou alors de l'enseignement. On a tous les problèmes au Cameroun. Le Cameroun va mal, ça ne donne pas.
il va falloir faire un ménage et un ménage profond, assez sérieux. Vos collègues de la région du Nord-Ouest sont pratiquement menacés par les autorités administratives qui les contraignent à se rendre dans les établissements scolaires et pourtant ces derniers ont peur d'être pris pour cible par les séparatistes. Que fait le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire pour ces enseignants qui se trouvent dans les zones de crise de notre pays? Oui, le syndicat national de l'enseignement secondaire, SNAES, fait des propositions comme d'habitude. C'est un syndicat républicain et régalien. Nous faisons notre devoir. Nous avons un problème, le gouvernement ne nous écoute pas. Le gouvernement n'écoute pas les syndicats au Cameroun. Nous avons eu à proposer un certain nombre de propositions afin que nos collègues du Nord-Ouest et du Sud-Ouest essayent aussi de vivre normalement comme ceux du reste du Cameroun. Nous avons pris l'exemple du personnel des forces de maintien de l'ordre, des militaires et autres. Les militaires, les hommes en tenue sont relevés pratiquement chaque 3 mois. Mais l'enseignant qui a été affecté au Nord-Ouest en 2010, jusqu'à présent, il est là. Il vit les mêmes choses. Il est connu par les séparatistes. Il est connu par tout le village. Et facilement, il reçoit des menaces, les menaces envers sa famille. Certains sont obligés de déplacer leur famille ailleurs. Alors, ce n'est pas facile. On a demandé au gouvernement de muter ces enseignants, de faire une rotation. Si ce n'est pas chaque 3 mois, au moins chaque année, qu'on essaie de roter ces enseignants-là exceptionnellement, afin qu'ils puissent aussi s'épanouir. Mais ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Nous proposons toujours, nous mettons toujours la pression derrière le gouvernement. Et ce n'est pas qu'au Nord-Ouest et au Sud-Ouest qu'il y a ce problème. Nous avons aussi la zone de l'extrême Nord. Tout à fait. Oui, où Boko Haram, les éléments de la secte Boko Haram sévit au quotidien. Il y a des établissements là-bas qui ont été complètement fermés. Donc on a ouvert et on force les enseignants à aller enseigner dans ces conditions. Et tous les jours sont enlevés, même au nord. Récemment, il y a 2 semaines, on a enlevé les collègues, les enseignants au niveau du nord, au lycée au niveau de Mandingring, autant pour moi. Et cela, personne n'en parle. Et le mal, il est très profond. Nous proposons, nous voulons que le SNAES dit toujours au gouvernement de ne pas laisser les enseignants faire plus de 3 ans au même poste d'affectation. Et même sur l'éducation, sur le rendement n'est plus. Les textes disent qu'il faudrait enlever chaque enseignant à son poste, relever un enseignant de son poste après 3 ans. Mais ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Des enseignants, moi aujourd'hui, mon enseignant de 6e est encore en poste. Ça fait combien d'années aujourd'hui? C'est plus de 20 ans. Alors, le professeur qui vous a enseigné en 6e est encore dans le même établissement? Le même établissement à l'heure que je vous parle. On ne sait pas où la station, on ne sait pas. Il y a un problème au niveau de la direction des ressources humaines. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Pour qu'on mute, c'est tout un problème. Les enseignants se battent tous les jours. Et quand tu vas au ministère, on va te demander 400, 500 000 pour une signature. Ce qui n'est pas normal. La signature de mutation? De mutation, oui. Il y a des enseignants à qui on demande les 500 000, 600 000, 700 000. Pire encore quand vous venez de la région du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Mais c'est déplorable. Nous sommes dans quel état? C'est ça le problème. Voilà comment l'enseignement secondaire est un peu pris en otage, si je peux dire ça ainsi. Monsieur Daniel Aïssi Ntsogo, comment se matérialise votre grève sur le terrain? Vous vous rendez dans les classes et vous assurez le service minimum ou alors vous restez simplement à la maison et puis les enfants sont abandonnés à eux-mêmes? Comment est-ce que ça se passe sur le terrain de façon concrète? Oui, de façon concrète, disons déjà que le SNAES
n'a pas encore lancé le mot d'ordre de grève. Pour le moment, nous avons tenu le Conseil national le 30 septembre et nous comptons lancer le mot d'ordre dans quelques semaines, dans quelques jours, autant pour moi. Maintenant, en ce qui concerne OTS, le mouvement dit nous allons à l'établissement, nous nous présentons à l'établissement, nous entrons dans notre salle de classe en fonction de nos emplois de temps. On ne fait pas cours, on ne travaille pas. Nous écrivons la date et on laisse une trace écrite au niveau des cahiers de texte. Nous ne travaillons pas. Le mouvement OTS ne demande pas aux enseignants de rester à la maison et revendiquer. Non. Ou alors se cacher derrière les réseaux sociaux pour revendiquer. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Malheureusement, nous trouvons ce genre d'enseignants que nous condamnons parce que cela peut être comme pour prendre cela comme un alibi. Le gouvernement prend cela comme un alibi en disant que bon, vous voyez, ils ne veulent pas travailler, ils ne viennent pas au travail et tout le reste. Parce qu'il y a des enseignants qui n'ont pas encore pris service. Jusqu'à 2 semaines après la rentrée, il y a des enseignants qui n'ont pas encore. Et nous condamnons ce genre de comportement. Nous demandons à ce que tous les enseignants regagnent leur lieu de travail et viennent au travail tous les jours, mais ne travaillent pas. Continuent toujours à résister, que nos revendications soient prises en compte. Ça, c'est ce que le mouvement OTS réclame. Daniel Aïssi Ntsogo, je rappelle que vous êtes le secrétaire régional du SNAES pour la région du Centre. Nous poursuivons cet entretien de ce matin. En plus des enseignants de Bamenda, intéressons-nous à d'autres enseignants, ceux d'autres villes, particulièrement de la ville de Bafoussam, qui font l'objet de représailles. Est-ce que ces représailles sont de nature à vous faire abandonner le combat que vous menez? Bien, les enseignants de la ville de Bafoussam ne sont pas les seuls qui font des représailles. Même les enseignants de la région du Centre, au cas du premier, il s'agit des enseignants du lycée bilingue d'Ayous, qui ont été convoqués par le commissaire spécial. Alors, et le lendemain, le préfet a demandé aux enseignants de ne pas honorer à la convocation. Bon, en ce qui concerne Bafoussam, ça ne nous surprend pas. OTS première phase, il y a eu plus, les représailles étaient plus virulentes que maintenant. Donc, on a l'habitude d'affronter cela et cela ne peut pas nous décourager. Au contraire, bien au contraire, ça nous donne la force, ça prouve que le mouvement est en train de prendre l'ampleur, inquiète que le gouvernement est inquiet. Bon, ils ne savent pas qu'en menaçant les enseignants, ça donne beaucoup plus de poids aux enseignants. Ils ne restent pas tranquilles. On continue toujours, malgré la note du gouverneur, les demandes d'explication et tout ce qui va avec, on garde toujours la tête debout. Le sous-préfet de l'arrondissement de Méry, dans l'extrême nord, a délogé, je ne vais pas appeler ça comme ça, pénètre l'établissement et va déloger le président de l'amicale, prétextant qu'il est OTS. Je ne comprends pas ce genre de menace, ce genre d'acharnement envers un individu. L'amicale, je ne sais pas ce que l'amicale a à voir avec OTS. Voilà, un peu partout au Cameroun, certains sont même faut garder à vue et relâcher 1 jour, 2 jours plus tard. Certains reçoivent les coups de fil nocturnes, avec des menaces et tout le reste. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs menacent les enseignants qui ne réclament leur dû, qui ne veulent que les meilleures conditions de vie. Nous ne savons pas pourquoi cela s'acharne toujours. Ils savent où se trouve la solution, mais personne ne veut parler de ça. On nous parle, oui, on a programmé
on a commencé à payer les rappels d'avancement. Tout à fait. En combien de temps? Voilà le problème. Pour avoir 80 000, il faut attendre 2 ans? Non, soyons sérieux. On nous a balancé une liste qui va sur 2, mais une liste qui n'est même pas signée. On a attendu cette liste pendant des années. Et aujourd'hui, elle est sortie, elle n'est même pas signée. C'est un projet qui nous dit que ça sera respecté. Rien. Donc, ça pourrait être une fake list? Effectivement. Puisqu'il n'y a aucun cachet dessus, c'est une liste, on a l'impression qu'elle a fuité. Simplement, peut-être pour vous calmer vos ardeurs un tout petit peu. Voilà, effectivement, rien de tout ça. Les enseignants sont là depuis, au même poste pendant des années, pendant des décennies. Mais qu'est-ce qu'on veut? L'enseignant va mal et on ne tient pas compte que notre éducation est en train de partir en fumée. Ça ne plaît à personne. Le comportement du gouvernement, ma foi, n'est pas responsable. Il faudrait qu'on soit impérieux de temps en temps. Qu'on amène quand même au moins cette échéance. Un an, on pourrait pas dire, on a dit, les hautes inscriptions ont dit 2023. Le Cameroun n'est pas un pays pauvre, aussi où il faut attendre 2 pour écouler 9 milliards. Pourtant, j'en dépense plus d'1 milliard un jour. Monsieur Ntogo, on nous dit que les caisses de l'État sont vides depuis quelque temps. Oui, on dit que les caisses de l'État sont vides. Nous ne refusons pas. Les caisses de l'État sont vides, mais nous voyons ce que l'État, qui a des caisses vides, est en train de faire. Parce qu'il y a un paradoxe entre les caisses vides et ce qui est en train de se passer. Nous voyons autre chose en dehors de ça. Des gens achètent des véhicules, construisent des maisons, une maison à 3 milliards de francs, et on dit que les caisses sont vides. Des gens, quelqu'un achète une voiture de plus de 80 millions en un jour et 3, 4, 5 voitures. On fait des dotations tous les jours et on nous dit que les caisses sont vides. Le Cameroun, véritablement, n'est pas un État pauvre. Enlevons la honte sur nous. Le Cameroun n'est pas pauvre. Ce n'est pas une histoire, même si s'agissait de 200 milliards. Non. Ça concerne quand même l'éducation. Et l'éducation est un domaine de souveraineté de l'État. J'ai l'impression qu'on est en train l'État est en train de vouloir abandonner sa responsabilité aux commerçants du privé. C'est pas appeler ça comme ça. Les enseignants, les promoteurs des établissements privés se frottent les doigts actuellement. Les collèges privés sont pleins, bondés de monde. Les élèves sont là. Tous les prix ont grimpé en un an. Parce que la avait été annoncée, les établissements privés ont augmenté pas de 10 000, mais au moins 1 000 par établissement. Et l'État ne fait absolument rien. Quelle est la réglementation qui veille dessus? Et c'est l'État qui subventionne encore ces établissements privés à hauteur de milliards. Et ces établissements privés font du chantage aux enfants. Les enfants n'iront plus à l'école d'ici quelques temps. Regardez ce qui est en train de se passer. Les enfants ont fait plus de 2 semaines sans cours. Ils feront comment? On parle de digitalisation. La digitalisation, où est l'argent au niveau des établissements pour digitaliser les cours? Il n'y a pas d'argent pour acheter un ordinateur. Il n'y a pas de l'argent pour placer les plaques solaires pour les établissements à vocation rurale. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que ces enfants vont pouvoir rattraper cela? Comment mettre véritablement l'accent sur l'éducation au Cameroun? L'éducation pour le Cameroun, véritablement. Je ne sais pas où les enfants de nos responsables, de notre hiérarchie fréquentent. S'ils se fréquentent véritablement au Cameroun, ou ils sont ailleurs. On ne comprend pas. Moi, je suis dépassé. Tous les jours, quand je m'assois devant le téléviseur ou quand j'écoute la radio, vraiment, j'ai de temps en temps du mal à comprendre que je suis au Cameroun. Vous êtes encore très jeune, Daniel, gardez espoir, les choses iront pour le mieux, on croise les doigts. Quand l'Office national du baccalauréat a augmenté à hauteur de 2500 francs CFA, les frais d'examen en tant qu'acteur de l'éducation, est-ce que vous comprenez cette augmentation? Est-ce que vous trouvez une explication à cette augmentation? Surtout qu'on sait qu'avec les anciens frais pratiqués, les enseignants avaient toujours les problèmes de paiement des primes de correction. Bien. Nous, au CNAS, nous avons reçu cette note à travers les réseaux sociaux et nous attendons
le congrès national qui aura lieu d'ici la fin de l'année, et nous allons prendre des dispositions pour comprendre, pour essayer de comprendre. Pour le moment, c'est encore nouveau et on cherche à comprendre, cherchons encore à comprendre, nous menons encore des enquêtes pour comprendre ce qui a motivé l'Office du baccalauréat à faire cette augmentation. Mais je peux vous dire, l'augmentation n'est pas là pour résoudre le problème des frais de vacation des enseignants pendant les examens. Non. L'Office du baccalauréat joue à un sale jeu qui n'est pas du tout sérieux, qui n'est pas du tout bon. L'Office du baccalauréat, même si nous sommes allés vers l'Office du baccalauréat, ils nous font comprendre que l'argent que les élèves donnent pour des examens ne permet pas de couvrir toutes les vacations relatives aux examens organisés par l'OBC. C'est un gros mensonge. Premièrement, ces gens ont des salaires faramineux. Leur déplacement, leur agent de mission ne dort jamais. Mais c'est l'argent des enseignants qui dort. Les fonctionnaires de l'Office du baccalauréat n'ont pas d'arriéré. Vous n'avez jamais entendu un jour qu'ils ont un problème d'arriéré. Mais l'argent des enseignants dort. Ils vont jusqu'à commercialiser les résultats des examens corrigés par les enseignants, sans toutefois payer les enseignants. Pour avoir ton résultat avant l'affichage à l'établissement, payer 150 francs. Et ce n'est même pas une fois. Parce qu'un élève peut taper 2-3 fois. Oui. Autant de fois, on vous coupe 150 francs. Où va cet argent? Et chaque année, l'Office du baccalauréat prend toujours des crédits, ne paye pas les enseignants. Il y a encore les dettes de 2000, depuis 2021. 2021, 2022, les enseignants ne sont pas payés. Cette année, ils sont en 2023, ils ont fait semblant de payer. Ils n'ont même pas payé tout le monde. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas besoin d'augmenter les examens pour résoudre le problème. Peut-être c'est pour autre chose. Ils doivent simplement peut-être baisser leur salaire du côté de l'Office du baccalauréat. Je pense. Parce que les fonctionnaires de l'Office du baccalauréat, quand ils vont en mission, c'est beaucoup d'argent qui tombe. Mais l'enseignant qui passe des jours, des nuits, se déplace même. Cette année, ils ont arrêté de payer les frais de déplacement au probatoire. Les correcteurs déplacés au probatoire. Mais sans toutefois informer les enseignants. Vous voyez un enseignant qui se déplace à des kilomètres dans la forêt, fait des jours, des semaines pour aller corriger les examens. Vous dites à la fin que non, il ne peut pas être payé. Il n'a même pas été formé au préalable. Véritablement, l'enseignant n'est pas respecté dans ce pays. Et ce genre d'attitude doit s'arrêter. Et quand vous allez à l'Office du baccalauréat, quand le SNAE s'adresse à l'OBC, véritablement, ils répondent avec arrogance. Ils se disent, je ne sais pas si cet organisme se pense être au-dessus de la loi, au-dessus de l'État, je ne sais pas trop. Mais véritablement, il faut que ce comportement change. Cette augmentation, ils n'ont pas donné d'explication. Nous faisons encore des recherches pour savoir ce qui se passe et ce que les frais de vacation à l'OBC deviendront dans les années à venir ou alors cette année. Daniel Aïssi Nsogo, juste une petite question. Combien coûte une feuille, une copie corrigée à l'Office du baccalauréat? La copie corrigée à l'Office du baccalauréat coûte 200 francs pour le probatoire et 250 francs pour le baccalauréat. Et chaque enseignant a droit à combien de copies à peu près? À peu près 300 copies. À peu près 300 copies. En fait, c'est pour qu'on essaye de faire un calcul mental rapide pour savoir combien est-ce qu'on doit aux enseignants. Et c'est pas une somme aussi faramineuse pour qu'on ne puisse pas être capable de la leur verser. What next, Daniel Aïssi Nsogo, si jamais vos revendications ne sont pas prises en compte? Oui, si les revendications ne sont pas prises en compte, nous irons jusqu'au bout. On ne peut pas s'arrêter en chemin, puisque nous voulons au moins un début de solution pour nous calmer. Alors, même s'il faut faire des promesses fallacieuses comme la dernière fois, mais qu'on fasse quand même. Quand on ne dit rien, le silence est là, on a derrière nous
uniquement le marteau, la chicotte. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Si nous voulons résoudre le problème, on devrait s'asseoir, nous dialoguons, nous allons trouver des solutions. Mais pour le moment, on ne peut pas lâcher prise tant qu'il n'y a pas, ne serait-ce qu'un début de solution. Nous irons jusqu'au bout. Daniel Aïssine Sogo, une question personnelle pour sortir de cet entretien. Est-ce qu'il vous arrive parfois de regretter d'avoir choisi de devenir enseignant? Pour moi, l'enseignement est une vocation. Je n'ai pas fait le concours d'entrée à l'école normale parce que je cherchais un matricule. Je suis allé à l'école normale parce que je voulais être enseignant. Et comme petite histoire, l'année où j'entre à l'école normale, j'ai 3 concours. Il fallait faire le choix. Ma mère, ma défunte mère, m'en voulait jusqu'à sa mort parce que j'ai choisi l'enseignement. Les autres concours, c'était quoi? Oui, j'ai eu le concours de la faculté de sciences biomédicales. J'ai eu le concours de la police. Vous auriez pu devenir policier, par exemple? Oui. Ma maman m'a demandé de quitter l'école normale pour la police. Je lui ai dit, maman, mon petit frère est déjà policier. Laisse-moi, je vais être enseignant. C'est un métier qui me passionne beaucoup. J'aime transmettre le savoir et je suis de ceux qui pensent que le développement du Cameroun ne viendra qu'à travers l'éducation. J'aime transmettre ce que je connais et je ne cesse jamais d'apprendre au quotidien. Donc, je suis enseignant parce que j'ai choisi d'être enseignant. Je ne suis pas enseignant chercheur de matricule ou chercheur de position. Moi-même, la nomination, je n'ai pas besoin. Ça ne me dit absolument rien. Je veux être dans la salle de classe. J'ai dit à mes collègues une fois, je souhaite mourir la trait à main dans une salle de classe aux environs de 60 ans. Waouh! C'est tout simplement magnifique. Daniel Aïssine Sogo, merci pour cet échange. Il a été très enrichissant. Bonne journée du côté de Yaoundé. Et merci Sidonie et bonne journée à vous et à tous les auditeurs. Abeka Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.